merci aux organisateurs. Je vais parler plus en fait de contenu peut-être que d'histoire, vous verrez. Ce que je voudrais montrer, c'est que la pensée linguistique médiévale s'est particulièrement intéressée au langage, mais ce que je voudrais montrer, c'est le lien étroit qui existe entre les pratiques linguistiques. On pense aux actes rituels religieux, juridiques, à la prédication, etc., à l'interprétation des textes, à l'argumentation, et des discours théoriques sur ces pratiques. Donc il ne s'agit pas de linguistique au sens étroit, d'ailleurs on ne voit pas bien ce que ce serait au Moyen-Âge, mais vraiment de production de savoir technique sur le langage qui se situent et qui se produisent aux interactions de plusieurs disciplines. De disciplines, non seulement les arts du langage, grammaire, logique et rhétorique, mais aussi, et j'en donnerai des exemples, de la psychologie, la métaphysique, la philosophie politique, la physique ou la médecine. Et ces savoirs et ces interactions entre les savoirs donnent lieu à des analyses linguistiques extrêmement techniques produites par les spécialistes des arts du langage, des philosophes, des théologiens ou des juristes. On va s'intéresser en particulier au thème du pouvoir des mots, de la performativité du langage qui est en jeu dans de nombreuses pratiques, mais qui suscite aussi des réflexions sur les différents paramètres concourant à donner à un acte de langage son efficacité, mais aussi à des analyses grammaticales, logiques ou sémiotiques. Je m'arrêterai sur la figure de Roger Bacon, qui est un maître sur lequel on a beaucoup travaillé, qui enseigna à Paris dans les années 1240. C'est un bon exemple de la manière dont les pratiques et les théories s'articulent autour de la notion de persuasion, et on est encore dans la question de la performativité du langage. Ces interactions entre disciplines sont constantes, elles peuvent parfois paraître aux yeux d'un moderne surprenantes, mais elles sont suggestives. Un sémioticien ou un linguiste d'aujourd'hui ne prendrait pas nécessairement en compte la dimension physique de la production d'énoncés. Un philosophe du langage n'irait pas forcément chercher les données dans un rituel d'exorcisme ou d'incantation pour étudier les speech acts, sauf peut-être s'il est anthropologue. L'acte d'énonciation pourra ainsi être envisagé dans sa globalité en faisant intervenir des interlocuteurs pris entre la contrainte des conventions langagières et la liberté dont ils jouissent pour les suivre ou les modifier dans le jeu des forces physiques, astrales, naturelles, surnaturelles, corporelles, animales, rationnelles. Plusieurs éléments du contexte médiéval occidental peuvent être allégués pour expliquer la grande attention portée au langage, et particulièrement au langage dans sa dimension d'efficacité. La vie sociale est scandée par des actes rituels, religieux, politiques qui impliquent la prononciation de paroles. La place ménagée à la liturgie confère au langage oral des attributions particulières qui mènent à réfléchir précisément à la dimension physique de l'acte de langage, par exemple la musique. Le fait que la liturgie utilise une langue étrangère différente de la langue maternelle donne à la langue une opacité qui suscite des interrogations ou des doutes. Le fait aussi que le savoir, tant profane que religieux, soit à la fois produit et enseigné exclusivement en latin jusqu'au début du XIVe siècle, et ce par la méthode quasi exclusive du commentaire, amène à scruter la lettre même du texte, à en repérer les équivocités, à en discuter les différentes interprétations possibles, à tenter de les rendre compatibles lorsque la lettre semble l'empêcher, ce qui favorise l'élaboration d'outils d'analyse linguistique adéquats. On peut rappeler que la fameuse querelle des universaux a commencé par une opposition entre les antiquis qui lisaient les textes d'Aristote et de Priscien d'ailleurs aussi, INRE, interprétant des énoncés comme « albedo est color », la blancheur est une couleur, comme portant sur la chose, et les moderni qui lisaient les textes d'Aristote invoqués, interprétant les prédicables et les catégories comme étant des voces, d'où le nom de vocaliste avant de devenir nominaliste. En raison de l'absence d'articles en latin, l'usage autonymique, homo est nomen, homme est un nom, n'est pas distingué de l'usage référentiel, et homo courit peut signifier aussi bien un homme particulier court que l'homme court au sens générique. Les scolastiques vont d'ailleurs importer, on l'avait en grec, on l'avait plus en latin, et les scolastiques l'ont repris, l'article français « lit ». Mais la logique terministe va élaborer une sémantique référentielle qui prendra en charge l'analyse de ces phénomènes linguistiques qui se distinguent en latin ni par des marques linguistiques, ni par des marques typographiques. Le homo est nomen sera un exemple de supposition matérialiste, la supposition matérielle qui est l'usage autonymique.
Les scolastiques utilisent une langue savante unique, le latin. C'est une langue artificielle et non naturelle, dira Dante dans le De Vulgari Eloquentia. Une langue apprise à l'école, mais réservée aux litterati. Il militera lui-même fermement pour l'usage de la langue vulgaire, permettant seul l'accès du savoir à tous et même aux femmes. On s'interroge souvent sur la multiplicité et la variabilité des langues, en se demandant si elle peut garantir l'unité proclamée du message évangélique aussi bien que du savoir scientifique, selon les critères aristotéliciens. À partir de sources d'ailleurs aussi différentes que celles que les commentaires sur la nomination adamique à partir de Genèse 2, 27, sur la confusion des langues à Babel à partir de Genèse 11, 1, de l'expérience racontée par Tertullien du roi psamétique qui aurait mis des enfants dans un désert pour savoir quelle était la langue originelle, du Péri-Herménéas d'Aristote, ces sources interagissant non seulement d'ailleurs dans la pensée chrétienne médiévale, mais dans la pensée musulmane et juive, de façon intéressante et différente d'ailleurs. Ces interrogations très générales donnent lieu à des développements techniques par les spécialistes. Je prendrai juste quelques exemples. Un bon exemple est la notion d'énonçable, de contenu propositionnel, un contenu atemporel, ce qu'on nommera ensuite sarveral. Et les logiciens utilisent le latin comme une langue semi-formelle pour analyser les énoncés de la langue naturelle. Un exemple, c'est en jouant sur l'ordre des mots, qui bien sûr est libre en latin, qu'ils peuvent rendre compte du problème de la portée, le scope des quantificateurs logiques. Les modistes, grammairiens philosophes, inventent une grammaire universelle, répondant aux critères aristotéliciens, fondés sur l'idée que les langues sont une et uniques dans leur substance, et soutiennent que la grammaire en tant que science doit théoriser les propriétés linguistiques et syntaxiques réputées communes à toutes les langues, indépendamment de leurs variations accidentelles. C'est donc isoler dans la langue un noyau qui est susceptible de règles universelles, ce qui suppose d'éliminer un certain nombre de choses. Certains de ces développements sont clairement suscités par des questions de nature théologique. Une des plus significatives, évidemment, a trait au dogme de l'ineffabilité. Comment parler de Dieu qui est ineffable ? C'est paradoxal. Est-ce que cette ineffabilité empêche tout discours sur Dieu, tout discours affirmatif ou tout discours négatif ? Doit-elle mener au silence ? Et si l'on dit quelque chose, de quelle manière l'interlocuteur recevra ce qui est produit par le locuteur? Est-ce qu'on peut signifier plus clairement que ce qu'on énonce? Vous voyez que ce sont des questions générales au sujet du langage. Et d'ailleurs, pour les traiter, on élabore et on réfléchit sur la catégorie peut-être la plus transversale et la plus intéressante de la pensée linguistique médiévale, la notion de translatio, de transfert sémantique. Le langage a été inventé par l'homme pour parler des choses créées et se voit transféré pour parler de la divinité. Cette notion de translatio se nourrit de plusieurs sources. On la retrouve en grammaire, en logique, en rhétorique. On l'emprunte aux commentaires de Boès sur les catégories, aussi bien qu'au traité sur les tropes, chez Donat par exemple, mais aussi à des sources théologiques, comme le De Trinitate d'Augustin ou de Boès, ou le traité sur les noms divins du pseudo-Denis, mais aussi à la métaphysique d'Aristote. Ce vaste problème de la translatio est extrêmement important. Il donnera lieu non seulement à des analyses techniques sur les notions d'équivocité, d'univocité, d'analogie, de métaphore et de figure, par des logiciens, par des grammairiens, mais aussi par des théologiens, mais aussi à l'idée d'une sémantique contextuelle. Autrement dit, c'est en fonction du prédicat que le sujet réfère d'une façon ou d'autre. Donc cette idée de sémantique contextuelle, elle est clairement liée à ces questions théologiques. Ceci dit, un autre exemple que je voudrais prendre, c'est des exemples qui sont religieux, mais on ne peut pas dire théologiques. Autrement dit, il n'y a pas nécessairement derrière des questions qui ont l'air de relever de la pure théologie, des questions, des nécessités dogmatiques ou exégétiques. Un bel exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple du langage des anges, de la locutio angelica. En fait, si on y réfléchit, les anges, dans la théologie, sont conçus comme des intermédiaires entre Dieu et l'homme, donc on devrait s'intéresser au langage vertical, la transmission du langage de Dieu à l'homme et du Dieu à l'ange et de l'ange à l'homme. En réalité, le principal problème abordé est celui de la communication horizontale des anges entre eux. Pourquoi alors des intelligences pures
totalement transparentes, de surcroît omniscientes, parlent-elles? Est-ce qu'elles ont la liberté de cacher leurs pensées? Est-ce qu'elles ont le droit au secret? Est-ce qu'elles peuvent mentir? Mais on voit que tous ces théologiens, les Albert le Grand, Gilles de Rome, etc., vont absolument utiliser les mêmes questions pour les anges et pour les hommes. D'ailleurs, c'est à partir du langage des hommes, comme ils le disent, qu'on réfléchit sur le langage des anges, mais aussi sur le langage des animaux. Et donc, on va trouver des questions sur est-ce qu'il y a de l'équivocité dans le langage, dans la locution angelica, est-ce que les anges peuvent mentir, est-ce qu'ils peuvent cacher leurs pensées, est-ce que leur langage est ad placitum, évidemment, ça vient directement du Père Herménéas. Donc, ces questions-là, qui sont traitées par les théologiens, sont extrêmement intéressantes. Et en réalité, c'est même, au point de vue des théories sémiotiques, le lieu, un des lieux en tout cas, où on doit les rechercher. Pourquoi? Les théologiens, comme les juristes d'ailleurs, sont formés aux arts du langage, à la grammaire, à la dialectique et à la rhétorique. Alors je voudrais ajouter ici quelque chose qui est un peu, que j'ai rajouté en écoutant l'exposé de Christian, pardon, l'autre matin. Je voulais rajouter 3 choses qui ne rentraient pas tout à fait dans l'exposé, mais qui me semblent importantes à noter, d'ailleurs dont on est tombé avec Anne immédiatement d'accord pour dire qu'il fallait absolument vous les retransmettre. La structure de l'enseignement et les modes de production et de reproduction du savoir sont un élément essentiel qui explique la dimension technique, non pas de la linguistique, mais des savoirs qui ont trait à un titre ou à un autre aux questions de langage. Que ce soit dans les écoles du XIIe siècle et plus encore dans les universités au XIIIe siècle, où le cursus devient standardisé, tant par les textes étudiés que par les modes de validation, au premier rang desquels la dispute, les arts du langage sont enseignés, essentiellement la grammaire et la logique, souvent ensemble, par les mêmes maîtres, d'où leurs interactions. Souvent, ces maîtres enseignent aussi la philosophie, d'où de nouvelles interactions. On s'intéresse au rapport entre le langage et l'esprit parce que les maîtres qui enseignent la grammaire connaissent le De Anima d'Aristote. On s'intéresse au rapport du langage au réel parce que le même maître enseigne la physique ou la métaphysique. Ceci pour le XIIIe siècle. Par ailleurs, la caractéristique de la scolistique est l'argumentation. Les théories produites sont celles d'une école, d'un groupe, d'un courant, d'un milieu. Les arguments sont repris, contestés, des nouvelles solutions sont élaborées dans le cours de ces discussions, ce qui favorise naturellement la sophistication croissante des analyses proposées. Cela fera rire les humanistes, mais ils ont eu tort d'en rire. Je pense évidemment à Rabelais. En écoutant l'exposé donc de Christian, une autre chose nous est venue à l'esprit avec Anne, qu'il faut absolument préciser pour la situation médiévale, en insistant sur les modes de production et de transmission matérielle des savoirs. En effet, il a été question de notes de cours. Mais pour les médiévistes, une bonne partie des témoins que nous lisons, des témoins manuscrits qu'on édite, consiste en de telles notes. Il en existe de plusieurs sortes. Elles peuvent être des notes prises à un cours, les reportationes, qu'on appellera au XIIIe siècle les reportationes, parfois transmises en plusieurs versions, de notes rédigées par les étudiants et parfois revues par le maître, comme au XIIIe siècle, où ça vaut plutôt pour la théologie que pour les arts d'ailleurs, où ces notes de cours seront validées par le maître, transmises à un libraire, mais surtout de copies faites par un éditeur qu'il fera circuler avec ses propres ajouts, puisqu'il deviendra maître, il enseignera à partir de ses cours et il ajoutera des choses. Donc c'est cette situation d'ailleurs que nous avons mise en évidence, Anne et moi, en étudiant la tradition des glossulés sur Priscien, le premier commentaire important sur Priscien qui est du tournant du XIe-XIIe siècle, qui montre l'évolution au sein de l'école de Guillaume de Champeaux, toutes ces versions dans lesquelles le maître rajoute ses commentaires, ses idées, c'est des versions évolutives. Notre collègue Yukio Iwakuma, japonais, l'a fait pour les traductions, exactement de la même façon pour la même école, pour les commentaires de catégorie, sur les catégories. Et ce que nous avons vu aussi qui nous intéressait, c'est qu'au sein d'une école, comment le maître même est à la fois cité, nous on a notre MG, notre maître Guillaume, mais il est contesté, c'est-à-dire qu'on revient sur, on dit parfois, là il a introduit des sophistications dont vraiment on n'en a pas besoin. Et là vraiment on a le travail au sein d'une école, en live si on peut dire, puisqu'on a toutes ces versions, ce qui veut dire que pour nous, on n'étudie pas un texte, on n'a pas un livre avec un numéro SSN comme on en aura à partir
de l'imprimerie, on étudie un complexe de textes, un ensemble de textes, et ça nous donne l'idée d'une évolution doctrinale au sein d'une école et de la contestation. Un deuxième point à propos de cette notion d'école, parce que c'est une caractéristique du XIIe siècle, où il y a quand même quelque chose de nouveau qui se passe, c'est justement la constitution de ces écoles rivales, des écoles qu'on appelle sectae, sectae, des sectes. Et ces écoles s'autodéfinissent par un ensemble de thèses, les positionnes, qui sont souvent dénommées à partir du nom de leur fondateur. Par exemple, les Melidunenses, qui suivent Robert de Melun. Et pour cette école, on a un recueil de thèses, la Secta Meliduna, qui a été édité, qui recense 53 théorèmes. Donc c'est vraiment des autodéfinitions. Les Poretani, qui sont ceux qui suivent Gilbert de la Porée, les Albricani qui suivent Albéric, les Parvibontani qui suivent Adam du Petit Pont, qui a enseigné sur le Petit Pont. Donc ils peuvent se nommer à partir de leur fondateur. Ils peuvent aussi se nommer à partir d'une doctrine. Par exemple, les Reales s'opposent aux Vocales. Nos collègues ont édité par exemple un texte intitulé Positiones Nominalium, donc les thèses des nominalistes, qui étaient les successeurs d'Abélard, et qui montrent qu'il existait bien un groupe de philosophes qui s'identifiaient comme nominalistes et qui s'opposaient aux autres sectaires. Par exemple, évidemment, qui défendaient le théorème selon lequel les universaux, les genres et les espèces sont des noms. Les auteurs, en adhérant à l'une ou l'autre de ces sectaires, adoptaient tout ou partie de la liste de thèses, souvent spectaculaires, par lesquelles elles se définissaient et s'opposaient à leurs concurrentes. C'était des sectes concurrentes. Le marché de la logique battait son plein et il était crucial d'afficher des slogans logiques susceptibles d'attirer les bons étudiants, quitte à les soustraire aux officines adverses. On sait que les écoles, on le sait par l'Historia Calamitatum d'Abélard, comment on allait chercher des étudiants, on s'opposait à eux et puis on les attirait dans son école. Les étudiants payaient, faisaient gagner leur vie au maître. Mais on va retrouver ça tout au long du Moyen-Âge. Par exemple, à la fin du Moyen-Âge encore, on parlera des Albertisti ou des Occamisti. Troisième point, un point que je crois intéressant pour le débat, pour le thème de ce colloque, c'est celui des condamnations. Je me souviens que Sylvain Auroux en avait parlé il y a longtemps et il avait dit qu'il ne connaissait pas de condamnation de thèse linguistique. Nous, on en a au Moyen-Âge. Il est bien connu qu'il y a eu des thèses condamnées en philosophie naturelle, en philosophie, en théologie. Il est peut-être moins connu qu'il y ait eu aussi des condamnations de thèses logiques et grammaticales, comme celle prononcée par l'archevêque de Canterbury, Robert Kilwarby, en 1270, j'ai mis 70, je crois que c'est 77, je ne sais plus, dans ces années-là, lui qui avait été maître influent de grammaire et de logique à Paris. Ces condamnations sont intéressantes, celle-ci particulièrement, parce qu'elles semblent viser la pénétration du modisme, donc de la grammaire spéculative des modistes, en Grande-Bretagne. Elles visent certains contenus doctrinaux, mais elles visent également les soubassements philosophiques sur lesquels ils s'appuient. Par exemple, une des thèses condamnées, c'est de dire que ego curit, tout curit, curit et curo sont des phrases aussi correctes les unes que les autres. La condamnation vise une position donc selon laquelle l'accord des accidents est nécessaire à la perfection d'une phrase. Ou si seulement les propositions, autrement dit, il suffit de dire on a un nom et un verbe et non pas un nom, non pas un accord à la première personne par exemple. Donc ça, c'est une thèse grammaticale. Mais en réalité, il y a un arrière-plan philosophique qui porte sur le lien entre la substance et les accidents de façon générale. Une autre thèse, c'est que le verbe restant verbe peut être privé de tous ses accidents. Ici aussi, il y a une thèse philosophique derrière qui a un arrière-fond ontologique. C'est intéressant parce que ça nous dit que quand on trouve des questions grammaticales, à cause du fait que les auteurs sont à la fois des philosophes, il y a souvent, par exemple, dans ce qu'Alain de Libera a appelé le Oxford-Paris Split, l'opposition entre Oxford et Paris, sur la logique médiévale, il y a des enjeux théologiques, philosophiques, parfois théologiques. C'est clair, et c'est clair chez des auteurs qui l'expriment justement comme Roger Bacon. Alors, donc, pour revenir à ce que je disais au départ, c'est que tous ces auteurs, les théologiens, les philosophes, sont formés aux mêmes arts du langage, et encore plus au XIIIe siècle, quand le cursus va devenir standardisé.
Les arts du langage, donc Pritien, la Logica Vetus, puis la Logica Nova, mais aussi donc tout le corpus philosophique qui petit à petit, à partir du XIIIe siècle, va devenir disponible, le de animal, la métaphysique, etc., avec les commentaires arabes qui sont traduits en latin. La logique d'Avicenne, par exemple, a eu une très grande importance. Sur la rhétorique, c'est le commentaire sur la poétique et la rhétorique, les commentaires d'Averroès. Tout ça, ça va être lu ensemble, et c'est ça qui va donner s'il y a des interactions entre les disciplines, c'est pas nous qui les voyons, c'est que les maîtres les donnent et ils sont cités. Si vous lisez un traité de grammaire spéculative, vous verrez qu'il y a énormément de citations d'Aristote, et nous, dans nos notés du Menses, on avait également énormément de citations de logique. Guillaume de Champeau, il enseignait la grammaire et la logique. Donc, toutes les innovations en réalité importantes qui rentrent de façon durable dans l'histoire de la linguistique, si on veut, de la sémantique, de la logique et de la grammaire, elles naissent dans l'école de Guillaume de Champeau, c'est pour ça qu'on y a passé un certain nombre d'années, parce qu'il enseignait ces disciplines et qu'il lisait Pritien avec sa connaissance de Boès et qu'il lisait Boès avec sa connaissance de Pritien. Donc ces interactions sont vraiment quelque chose sur lesquelles je crois il faut assister. Évidemment, je redonne la parole à vous tous pour savoir si c'est quelque chose qui est particulier au Moyen-Âge. En tout cas, c'est particulier au Moyen-Âge. Est-ce que ça existe dans d'autres époques? À ce point, je ne sais pas. Alors, je vais prendre quelques exemples parce que je vois que le temps avance. Je ne vais pas dire tout ce que je voulais dire. Quelques exemples qui touchent à la performativité du langage. C'est des choses que j'ai beaucoup travaillé. Évidemment, on a des pratiques qui touchent au pouvoir des mots, à l'efficacité du langage partout dans la société, et en particulier dans une société marquée par le religieux, les sacrements, la prière, les invocations, l'exorcisme, le vœu, la confession, les incantations.